Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue encore une fois sur ce numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. Une fois n'est pas coutume, ce dimanche nous parlerons mode. Nous avons déplacé nos caméras pour venir dans le showroom d'un grand styliste béninois. Ça fait 30 ans qu'on parle de lui, ça fait 30 ans que sa marque existe. Est-ce que vous avez toutes les informations sur comment il fonctionne, ce qu'il fait? Eh bien, cette émission va être l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur l'homme. Nous parlerons également du mois du consommant local. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous tournons ce programme que nous vous proposons ce dimanche sur nos différentes plateformes. Notre invité s'appelle Charlemagne Andoche Amoussou, plus connu sous le nom de Lolo Andoche. C'est avec lui donc que nous passerons les 52 prochaines minutes. Restez donc à l'écoute. Lolo Andoche, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vais super bien. Merci de nous recevoir dans votre showroom, dans ce cadre qui fait la promotion justement de votre activité. Votre nom, c'est Lolo Andoche. Ça fait 30 ans que la marque existe. Exactement. La marque Lolo Andoche existe depuis 1993. Donc après 3 ans de formation. Donc j'ai été formé de 90 à 93. Mais pourquoi avez-vous choisi de lancer une marque pareille? Ça a été toujours l'une des questions que je posais à mon patron, de savoir pourquoi les Africains n'ont pas une marque, n'ont pas une griffe connue comme les autres marques européennes qu'on connaît. Et il me disait que c'était impossible parce que l'Africain n'est pas habitué à ça, c'est pas le concept africain. L'Africain ne veut pas porter pour l'Africain, c'est le luxe et tout. Je lui disais, moi, je dois essayer parce que généralement, quand j'imagine un modèle et quand je le dessine, je préfère le produit que de montrer un dessin à une personne. Parce que le client qui voit un dessin ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière. Mais après production, il voit le modèle, ça plaît. Et déjà, quand j'étais déjà apprenti, je vendais déjà quelques vêtements que je produisais. Donc, il était pour moi opportun de continuer à produire en prêt-à-porter que d'attendre que le client vienne vers moi pour regarder le modèle, chercher à comprendre, de croquis. C'est lent. Mais le produit déjà fait, ça plaît tout de suite et puis ça se vend facilement. Mais vous n'avez fait que 3 ans de formation, c'est ça? Oui, j'avais 3 ans de formation. C'est pas court, le cycle est trop court pour être ce que vous êtes aujourd'hui, Lolo Andoche. J'avoue que bien avant, je dessinais un peu. D'accord. Et c'est d'ailleurs en dessinant que je me suis retrouvé dans l'atelier de couture pour apprendre maintenant à coudre. Quand il y avait eu l'année blanche, en 89-90. Donc, ne voulant pas rester à la maison, j'avais décidé d'aller apprendre un peu ce que c'est que la couture, comment coudre. Et c'est là que j'ai pris le goût et je suis plus retourné à l'école. Et j'ai continué avec mon patron dans le temps. Donc, quand on vous suit bien, au bout de 3 ans, on peut déjà devenir un styliste, un grand styliste. Alors, normalement, pour être un styliste, c'est 3 ans après le DT. D'accord, ok. Et c'est une filière précise de stylisme réellement. D'accord. Et le styliste a beaucoup plus de... C'est un métier assez large. Bien que ça s'occupe des croquis, de la déclinaison, de la recherche matière, pour voir quelle matière va correspondre à tel modèle, et ainsi de suite. Et même l'idée qui est derrière, c'est-à-dire le thème qu'on est en train de définir, comment on va faire le shooting pour faire refléter le modèle, il y a tout ça derrière. Mais toutefois, quand on a déjà des notions et qu'on a fait le modélisme, on peut faire le stylisme maintenant en cours en extra, c'est-à-dire comme un cours en ligne ou autre type de formation pour avoir des rudiments du styliste. D'accord, mais il y a beaucoup de gens dans le secteur aujourd'hui qui n'ont suivi aucune formation. On en retrouve un peu partout, qui sont dans le domaine, qui excellent, mais qui n'ont pas forcément une formation. Alors, je dirais ça, ce sont des businessmen de mode et non des stylistes. Ça existe, les businessmen de mode? Exactement. Et non des stylistes. Et ce n'est pas parce qu'on a pris un modèle dans un catalogue qu'on demande à l'intérieur de le reproduire et qu'on ajoute un petit rond à côté ou un bouton de plus qui veut dire qu'on est styliste. Le métier de styliste, c'est un métier noble et large et qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup de travail. Et donc, ceux qui se disent stylistes ne sont pas stylistes.
ils sont, comme j'ai dit, des businessmen de mode. Mais cela vous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'on voit dans les coins de rue des gens qui recrutent des couturiers, des stylistes et qui ouvrent des showrooms et qui vendent au même titre que vous. Exactement, c'est pour, comme j'ai dit, ce sont des commerçants Oui. de mode, mais qui ne peuvent pas faire certaines choses. Comme quoi, par exemple? Ils ne peuvent pas, par exemple, faire les patrons eux-mêmes, les patronages. Oui. Ils ne peuvent pas dessiner le modèle de bout en bout. Ils ne peuvent pas, quand le tailleur ou nous les appelons, soit le modéliste ou le piqueur n'est pas là, Oui. il est bloqué. Mais celui qui a fait le métier sait de quoi on parle. Et en plus de ça, on sait bien ce qui se passe chez eux. Le modèle qui peut être fait avec 2 mètres ou 3 mètres, l'ouvrier leur dit 5 mètres ou 6 mètres et puis il les arnaque. Donc, il y a des blocages à certains niveaux où ils ne s'en rendent pas compte et après ils se retrouvent avec des difficultés. Ça ne les empêche pas, bien sûr, de faire des tenues et de revendre, d'accord, mais il faut forcément, ce que moi je leur conseille toujours, d'aller apprendre le métier, Oui. ne serait-ce que se former, avoir quelques notions dans le métier, sinon... Mais est-ce que leur existence ne vous pose pas des problèmes, par exemple? A priori, non, puisque ils ne font pas vraiment du sur-mesure. Quand on quitte le prêt-à-porter par exemple le sur-mesure, ce n'est pas forcément leur métier. Et dans le sur-mesure, encore, c'est un autre métier qui demande beaucoup plus de finesse, de présence d'esprit, de qualité, d'un travail assez pointu et de quelques notions, par exemple l'étude de morphologie, de pas mal de choses qu'on a au niveau du sur-mesure. Ouais. Et contrairement au prêt-à-porter où c'est sur des patrons qu'on travaille. D'accord. Alors, ça fait 30 ans que votre marque existe, Lolo Handoche. Pendant 30 ans, qu'est-ce que vous avez proposé réellement à la clientèle et quel a été son comportement face au catalogue que vous lui proposez? Alors, il y a 30 ans, quand j'avais commencé le prêt-à-porter, j'avais d'office comme idée de faire du prêt-à-porter made in Afrique. Afrique, ok. D'accord? Et déjà, en travaillant avec des matières premières de l'Afrique. Ce qui faisait que dans le temps, ça a été assez décrié. C'est pas évident que tu vendes, les gens ne vont pas porter parce que le pain est au marché, on ne porte pas le pain pour aller au bureau. Donc, il y avait beaucoup de polémiques autour. Et puis, on peut acheter du pain en prêt-à-porter, tout ça. Mais par contre, j'avais insisté, j'avais continué, je le faisais. Je dessinais des modèles assez modernes que je faisais avec du pain, avec du tissu africain. Ouais. Ce qui donnait autre chose que les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Bien sûr que j'avais le grand frère Patéo qui avait déjà commencé quelque chose, dont j'ai emboîté le pas. Et du coup, ça a commencé par plaire progressivement. Et les gens voyaient quelque chose de différent. Ils étaient différents, contrairement aux autres qui ont une chemise de la friperie, une chemise classique qu'on achetait dans un magasin moderne ou à la friperie et autres. Et donc, ceux qui veulent être un peu différents l'achetaient. Et ceux qui ont un standing donné, qui ont un âge donné, l'achetaient. Donc, ça a commencé aussi timidement. Et à partir de là, je crois la toute première collection que j'avais lancée, qui a fait le boom, c'était la collection Palongo que j'avais lancée avec du textile africain. Et le déclic est parti de là. Le déclic est parti de là. Et cette chemise, je crois que beaucoup l'ont portée. Et également parce que il y avait quelques radios et télé qui m'avaient accompagné dans le temps. D'accord. Donc, si on retient bien, tout ce que vous faites, c'est avec le pagne africain. Exactement. Jusqu'à présent, depuis 30 ans. Depuis 30 Il n'y a pas de mélange de tissus, de pagne venus d'autres horizons. Bien sûr, il y a le métissage du pagne africain et du tissu venu d'ailleurs pour donner cette universalité de manière à ce que ça puisse se porter un peu partout dans le monde. Puisque je prends à l'Occident, ceux qui l'achètent, ils hésitent un peu de porter du motif africain. Ils disent que ça fait trop criard, ça fait ci. Donc, on crée des mélanges afin de permettre à ce qu'on puisse le porter hors de l'Afrique, un peu partout dans le monde. D'accord. Donc, ce mélange nous met sur un niveau quand même acceptable. Et aujourd'hui, pour porter du Lolo Handoche, il faut avoir les moyens, paraît-il. Est-ce que vous nous confirmez ça, Lolo Handoche? Bon, je sais que vous n'allez pas confirmer, mais bon, je vous pose quand même la question. Ouais. Alors, si vous le remarquez bien, nous avons une politique, c'est déjà on a créé des magasins
de proximité. Cela veut dire qu'on est déjà proche de la clientèle. Et D'accord. quand on est proche de la clientèle, c'est qu'on est quand même tout au moins au niveau du béninois moyen. Et la créativité a un coût, certes, mais on est au niveau du béninois moyen. Donc, tout béninois moyen arrive à porter du lolo en doche. Le Bénin, qu'est-ce que vous appelez le Bénin moyen? On va peut-être aller sur les prix pour voir un peu ce que vous appelez béninois moyen à l'ère que nous vivons aujourd'hui. Il faut combien pour s'habiller le Qui peut Landoche? s'acheter un article de 15 000, de 20 000, de 30 000, de 40 000, de 50 000. Tout fait, tout cousu. Tout cousu, y compris le tissu. Et même quand on le dit comme ça, quand on calcule, oui. En réalité, celui qui se dit « je vais aller acheter le tissu, je reviens chez le tailleur, je vais prendre mes mesures, je vais laisser le tissu, je reviens essayer, je reviens faire les corrections, je reviens chercher », tous les déplacements réunis, quand on calcule le coût, ça lui revient à ce prix sans qu'il ne le sache. D'accord. Par contre, chez nous, c'est parce qu'on achète la matière première en gros, on le coupe en gros, on le travaille à la chaîne. C'est une production à la chaîne. Du coup, le coût de revient, il y a une économie d'échelle. Et donc, le coût de revient est accessible. D'accord. Donc, alors, Lolo Andoche, nous sommes en octobre, hein, spécifiquement dans le mois du consommant local. Et je sais que vous faites beaucoup de choses dans ce cadre-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que vous faites dans le cadre du mois du consommant local? Alors déjà, la toute première édition du mois de consommation local, que nous avons assez accompagné, où nous avons fait un festival, le festival du pain tissé. Du pain tissé. FIPAT l'année dernière. Et cette année, puisque le FIPAT est biennal, donc ça va être l'année prochaine. D'accord. Donc cette année, on a plutôt fait de la promotion sur nos articles afin de pouvoir amener ceux qui hésitent à consommer du local, ceux qui pensent que le local est cher, ceux qui pensent que le local n'est pas bien fait. On veut leur donner l'opportunité de venir voir, de venir toucher, de venir regarder et pour apprécier. Je crois que c'est pour leur permettre de goûter. D'accord? D'accord, goûte une fois, c'est sûr qu'on va avancer par le... Donc, c'est ce que vous faites dans le cadre de ce mois. Vous avez des stands spécifiques vers lesquels on peut aller dans ce cadre-là et vous avez cassé vos prix aussi ou bien vous avez maintenu le même standing? On a fait une réduction sur la plupart de nos tenues durant le mois. Oui. Et je précise que c'est durant le mois et à la fin du mois, c'est que c'est stop. C'était une manière de remercier d'abord ceux qui achetaient chez nous depuis plus de 30 ans, et ceux qui nous ont accompagnés pour qu'on soit toujours là, et faire venir d'autres qui hésitent. Et donc, on a fait une réduction de prix jusqu'à 30%, donc il y a 10%, 15%, 20%, jusqu'à 30% sur certains articles. D'accord. Alors, est-ce que sur votre politique de la promotion du pain, vous êtes accompagné, soutenu par les autorités du pays? Oui, je dirais qu'on est accompagné. Il faut nous dire clairement les choses telles qu'elles sont, Lolo, c'est important pour nous de savoir. On est accompagné d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on a des autorités qui portent, et qui nous passent des commandes, et qui arrivent à le porter, et qui le mettent en avant. Donc, le fait qu'ils le portent régulièrement fait que d'autres voient que telle autorité porte. Donc, cela veut dire que c'est un produit bien, c'est un produit qu'on peut consommer. Vous savez, c'est eux qui, prioritairement, sont nos ambassadeurs. Quand on voit une autorité porte, tout de suite, on a envie d'être comme lui. Et donc, est-ce que c'est suffisant pour vous? Cela suffit-il qu'une autorité porte votre marque pour que ce soit positionné? Est-ce que sur le plan administratif, il n'y a pas des actes à poser? Dites-le, Lolo Andoche, pour qu'on sache réellement qu'est-ce qu'il y a à faire. Peut-être que les gens portent sans savoir comment faire pour imposer la marque. Alors, à ce que je sache, dans le plan de gouvernement pour l'année 2023-2024, le secteur a accompagné. Dans le secteur mode, le secteur qui est accompagné pour l'instant, c'est le secteur du pain tissé. C'est le pain tissé qui a été choisi pour être accompagné avant qu'on devienne nos créateurs, ainsi de suite. Donc, pour l'instant, effectivement, oui, le pain tissé est accompagné. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour mettre des métiers à disposition de certains tisserands qui ont déjà reçu, et d'autres le recevront, et ainsi de suite. Ce qui manque pour l'instant, c'est le fil, véritablement made in Benin. Ça n'existe pas réellement. Du coup, j'aurais appris que le gouvernement travaille là-dessus pour pouvoir mettre des fils à disposition. Donc, ce que nous voyons comme pain tissé, en réalité, ce n'est pas du Bénin, vous voulez dire?
Il y a un mélange de fil béninois et de fil de la sous-région pour avoir la quantité. Parce que le Bénin ne fait pas encore la quantité de fil qu'il faut pour que tous les tisserands trouvent du fil D'accord. sur place. Alors, il y a quelques minutes, vous parliez du Festival international du pain tissé. Vous en êtes le promoteur. L'année dernière, c'était la première édition, Lolo Andoche. Est-ce qu'après ce festival, vous avez tiré quelques conclusions? Quels sont le bilan que vous avez pu faire de cette initiative? Alors, j'avoue que le FIPAT a été un événement très courageux, que nous avons eu vraiment le courage de faire. Pourquoi vous dites que c'est courageux? Vous avez connu des difficultés? Vous avez connu des blocages? Et bien sûr, ça n'a pas été du lait à boire, puisqu'on l'a fait sur 5 jours. Oui. Déjà, c'est pas la joie. Et c'est près de 2 ans de préparation avant qu'on fasse ces 5 jours-là. Et en plus, au niveau des sponsors, on n'a pas été suffisamment accompagné comme on le pensait. Donc, on a dû sortir assez plus qu'on en pense de nos poches. Et même après l'événement, on a continué à payer. D'accord? Mais on a eu cette audace de le faire parce qu'on s'est déjà engagé et on avait quand même voulu faire quelque chose de mouse. Oui. Et ce qui a été fait. On a fait venir beaucoup de créateurs des autres pays qui travaillent sur le pain tissé. Et du coup, pour nous, c'était pour mettre le Bénin en avant comme un pays producteur du coton, mais et en même temps qui fait la promotion du pain tissé. Et le pain tissé qui, derrière ça, a un gros pouvoir d'emploi. Déjà des tisserands. Et comme je dis toujours, le tisserand peut travailler n'importe où et à n'importe quelle heure. Oui. Il n'a pas besoin d'avoir un niveau intellectuel élevé. Donc, l'idée derrière, c'est d'abord créer suffisamment d'emplois dans ce secteur-là. Et aussi, vous savez, le secteur mode, le secteur vêtements, la couture et autres, on a besoin d'une matière première identitaire. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on va dans des événements, on ne se demande plus ce créateur est de quel pays. Dès qu'on voit le pain tissé béninois, on reconnaît que voilà, ça c'est le pain tissé béninois. Donc, ça faisait partie de nos objectifs, afin que les créateurs béninois utilisent le pain tissé béninois, surtout que le Bénin est un pays producteur du coton. Alors, pour FIPAT, ça a été une belle réussite, une très belle réussite. Mais derrière, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de difficultés qu'on a gérées. Est-ce que parmi vos difficultés, vous voulez parler aussi de certains de vos collègues qui vous dénient le droit d'être le promoteur vraiment du pain tissé, parce qu'il y a eu une polémique entre-temps qui disait que bon, le festival du pain tissé n'est pas vraiment une innovation de Lolo Andoche, c'est peut-être une usurpation d'une idée déjà d'autres créateurs. Alors, moi, je vous avez entendu ça? Vous avez entendu la polémique? Je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu? Non. Ah d'accord, ok. Je ne veux pas savoir qui est le premier, qui est le deuxième. Pour moi, le pain tissé, c'est un truc national. Oui. Et chacun de nous, on peut tous faire la promotion du pain tissé, autant que nous sommes. C'est un truc national pour que nous accompagnions, que nous devions accompagner tous pour relever ce défi. D'ailleurs, lors du FIPAT, on a des créateurs qui nous ont accompagnés, des amis créateurs, des collègues créateurs qui nous ont accompagnés, qui ont mis de l'argent dedans et qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Oui. Et donc, toute personne qui peut faire la promotion du pain tissé, la porte est ouverte. Donc, en fait, vous êtes ouvert, totalement ouvert. Il a même besoin de notre assistance. Ouais. On va l'assister, on va l'accompagner avec notre expérience pour qu'il puisse le faire. Et je dirais, le tout premier événement réel, tout premier événement du pain tissé qui a été fait, ça a été fait avec le ministre Sékou en 2017. Et là, j'étais derrière, j'étais l'initiateur. Déjà en 2017. Hein. Et bien avant 2017, je travaillais déjà avec une différence. On faisait déjà beaucoup de choses. Au temps où il y avait CIC encore, on a encore les photos où il avait fait un événement sur le pain tissé en ce moment-là. Donc, je ne veux pas dire forcément que je suis le premier, je ne veux pas dire forcément que je suis le dernier, mais pour moi, c'est que tout le monde, c'est une porte ouverte, c'est un produit made in Bénin que nous devons tous embrasser, que nous devons tous tenir. Nous devons se tenir, nous devons tenir les mains pour pouvoir avancer ensemble, que de dire X est premier, l'autre est deuxième. Je ne pense pas que c'est la question. Mais vous avez connu beaucoup de difficultés dans la première édition du Festival international du pain tissé, mais vous voulez quand même continuer. Sur quoi vous comptez pour continuer cette initiative si vous avez eu autant de difficultés, Lolo Andoche? Parce que je suis pas un entrepreneur.
Et pour moi, un entrepreneur, ça fait partie, l'endurance fait partie de sa vie. Et il faut être endurant, il faut le refaire, il faut le faire, refaire, pour pouvoir, un beau jour, Même si ça doit vous faire beaucoup saigner? Mais bien sûr. Vous avez des ressources alors pour le faire? Vous n'avez pas besoin de sponsors forcément alors? On pense qu'après la première édition, il y a des sponsors qui ont commencé par nous appeler. D'accord. Et pour dire, j'ai vu votre événement, je veux bien vous accompagner. On leur a dit, c'est en 2024. 2024, oui. Donc, on va continuer à le faire, on va le refaire. Est-ce que vous prévoyez des innovations pour 2024? Quelles sont les leçons que vous avez tirées, des choses que vous avez envie de corriger pour le futur? Mais bien sûr, on va forcément le continuer et on va le refaire. Et puis, à corriger, plutôt, on va l'améliorer davantage. Oui. Et on va prendre un site plus grand que le site sur lequel on avait fait la dernière fois, parce qu'on a eu pas mal de monde. Sur 3 jours, on a eu du monde et on a eu 3 cibles différentes. On a eu la jeunesse, on a eu la classe moyenne et on a eu les VIP. Donc vendredi, samedi, dimanche, et jeudi, vendredi, samedi, c'était carrément 3 cibles différentes et tout était plein. D'accord. Donc il y a de quoi répéter, mieux le faire davantage pour qu'il y ait plus de monde. Parce que pour nous, la jeunesse doit venir toucher le pain tissé. La jeunesse doit venir savoir ce que c'est que le pain tissé. La jeunesse doit consommer le pain tissé. Parce que c'est eux qui doivent accompagner le mouvement pour que demain, ça puisse être une matière première consommée par tous. D'accord. Mais comment assurez-vous votre promotion sur le plan international? Le Luandoche, c'est important de savoir. C'est vrai que vous parlez abondamment de pain tissé, vous parlez du Bénin aussi, mais vous n'êtes pas qu'au Bénin. J'ose croire que vous n'êtes pas qu'au Bénin. Et évidemment, je ne suis pas actuellement au Bénin, je suis au Togo, à côté. Oui. On est en Côte d'Ivoire, on est en France, on va en ligne. On a un stock tampon. Vous vendez en ligne en France? D'accord. On a un stock tampon qui est là-bas. Oui. Et à part du stock tampon qui est en France, ça qui vend vers les États-Unis, les autres pays. Et ça se vend bien? Est-ce que les gens s'intéressent vraiment à votre produit à l'international? Ça se vend pas mal. Pas mal, c'est-à-dire? Ce n'est pas encore tel que nous le souhaitons, oui. Mais nous souhaitons que ça aille beaucoup plus que ça. D'accord. Alors, l'un des aspects principaux dont on parle souvent dans notre pays, notamment lorsque on a des initiateurs comme vous, c'est la question de la formation et de la transmission du savoir. Nous allons en parler, Lolo Andoche. Est-ce que vous avez un centre de formation? Évidemment, Lolo Andoche a un centre de formation qui est le CFP Lolo Andoche, Centre de formation de perfectionnement Lolo Andoche. Oui. Nous avons commencé d'abord par le perfectionnement, avant de mettre la formation, d'ajouter la formation. Parce qu'on avait compris qu'il y avait des gens qui ont fini dans des écoles et qui ont fini dans des centres et qui ont besoin d'être formés parce que quand on les recrute pour travailler chez nous, il y a quelques défis encore à relever. Il y a quelque chose à corriger. Donc on a d'abord commencé par le perfectionnement, et où on les a fait accompagnés par un professeur martiniquais, paix à son âme, qui est décédé il y a quelques jours, M. Perrault, qui les a formés davantage pour leur donner les vrais rudiments de la mode occidentale, c'est-à-dire les techniques, les vraies techniques. Et ensuite, on a mis le centre de formation en place, où nous avons des enseignants qui donnent de la formation. Et j'interviens aussi dans les cours. Nous faisons 24 mois de formation. 24 mois. Oui. OK, ça fait 2 ans. Voilà, répartis en 3. 8 mois pour la première année, 8 mois la deuxième année, 8 mois la troisième année. Et à chaque fois, il y a un stage qui se fait pour améliorer davantage. Puisque nous faisons bien sûr de théorie pratique dans le centre, mais en même temps, on ramène les étudiants dans nos ateliers pour qu'ils voient la réalité, la vitesse de travail, la vie de l'entreprise, comment ça tourne, comment ça va plus vite. Parce qu'aujourd'hui, la transmission ne se fait plus comme avant où l'apprenti est bras croisés devant le patron pour regarder faire. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui veulent entrer dans la mode, nous avons constaté qu'ils ont un niveau intellectuel donné. Je peux dire, dans le centre, la plupart de nos étudiants, parce que je les appelle d'ailleurs les étudiants, c'est des Bac+. Bac+. Oui. Okay. On attendait des gens qui ont le niveau BPC, mais on a beaucoup plus de Bac+, plus de 60% de Bac+. Et du coup, fait de la théorie et pratique, les avantages beaucoup plus, parce qu'ainsi, ils ont le document à côté pour pouvoir refaire les exercices à la maison au fur et à mesure.
Et la mode aujourd'hui est purement scientifique. Ouais. Et comme je disais, là, il y a l'étude de morphologie, il y a beaucoup de choses qui sont purement scientifiques, qui permettent aux créateurs ou aux stylistes ou aux modélistes surtout, de ne pas couper au hasard. Ils coupent en faisant vraiment des analyses, en faisant vraiment des calculs, avant de mettre le ciseau dans le tissu. Alors, est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce que vous sentez que les jeunes sont intéressés par le métier de la mode? Énormément, énormément. Vous voyez beaucoup de petits. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs où aller, ou bien vous sentez vraiment un réel engouement sur la question? Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire à quelqu'un la dernière fois. J'ai l'impression que la mode est devenue le transit il y a quelques années. Ouais. Vous avez vraiment ce sentiment, ou bien... Oui. Mais si vous dites à la fois que les gens ont de l'engouement, sont intéressés, ça veut dire que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs qu'ils viennent dans la mode, ou bien est-ce qu'il y a une vocation réelle au métier de la mode? Il y a une vocation. Parce que, vous voyez, avec l'avènement du digital, du numérique aujourd'hui, où on voit aujourd'hui comment les gens s'habillent à l'extérieur, comment ça se passe dans les autres pays, comment les gens sont chics, tout le monde a envie d'être mieux habillé. Et ceux qui ont un petit truc dans l'âme pour la mode, tout de suite se jettent dans la formation. Parce que je pense celui qui a fait la science juridique, qui est déjà en 3e année, qui revient pour faire une école de mode, la couture, forcément il y a quelque chose. Et les parents qui acceptent, forcément il y a quelque chose de positif. Et comme je l'ai dit, déjà même quand vous finissez la première année, effectivement il y a l'argent, on peut dire qu'on va gagner de l'argent. Okay. Et vous avez un métier sous la main. Donc c'est un métier d'avenir. Vous voulez dire que c'est un métier d'avenir? Est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant de la mode? Et assez, puisque, comme je le dis toujours, après que Dieu ait créé l'être humain, ce qui suit, c'est la mode, c'est la couture, c'est l'embellir, c'est ce qui l'habille, ce qui le rend plus beau. C'est un métier noble, c'est un métier d'avenir. Quand vous regardez le secteur, quels sont ceux qui s'y intéressent le plus? Est-ce les femmes ou les hommes, ou quelle est la part de ceux qui s'intéressent vraiment à ce type de métier? C'est à 80% femmes. Les femmes à 80%. D'accord. Alors, le long d'Andoche, nous allons toujours continuer par parler de la transmission du savoir, de la formation, mais sous le prisme de cette association des créateurs de mode, dont vous avez été président quelques années. Alors, quel est le rôle que cette association joue réellement aujourd'hui dans la promotion de la mode? Alors, l'association des créateurs de mode du Bénin, la CMB, effectivement, dont j'ai été président, je suis président pendant 2 mandats. Déjà, au sein de l'association, on essaie de réunir que ceux qui savent de quoi on parle quand on parle de créateurs de mode. Des professionnels. Des professionnels. Et qui, maintenant, auquel on apporte de nouveau, on apporte de l'amélioration dans le travail qui est fait. Comme vous le savez, la plupart de chacun de nous avons été formés sur le tas. Nos patrons, dans le temps, nous avons formé beaucoup plus sur le tas. Et aujourd'hui, ça a évolué. Et parmi nous, il y en a qui ont eu cette chance de se former en Europe, de se former hors du Bénin, de se former à Abidjan, ainsi de suite. Donc, tout ça réuni ensemble, on essaye de partager ces expériences-là et accompagner maintenant la jeunesse qui est avec nous. Et même déjà entre nous, on partage ces expériences. Ce que chacun peut apporter de plus à l'autre, ça se fait en séance. On organise des masterclass que des membres de l'association animent. On n'est pas obligé de faire venir d'ailleurs des formateurs, parce qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont fait l'extérieur. Je prends le cas de Pépi Tadé qui a fait la France, d'autres amis qui ont fait la France, ainsi de suite. Moi, j'ai eu à circuler beaucoup, j'ai fait l'île Maurice avec des collègues. On est allé voir ce que c'est que l'industrie. C'est d'ailleurs pour ça, moi, j'ai dans mon corps l'industrie de la mode. Je travaille beaucoup plus sur l'industrie de la mode, la production en série, la production du prêt-à-porter. Et donc, je forme par rapport à ça. Et on partage des expériences sur ces choses-là. Et donc, ça veut dire que et maintenant, on travaille également sur la qualité. D'accord? Et en même temps, entre nous, on travaille également sur les retours clients qu'on a. Parce que vous savez, c'est les mêmes clients qui tournent partout. Hein. Oui. Et le client qui vient te parler de Inks pour dire j'ai acheté chez lui, le bouton a sauté, j'ai acheté chez lui, et puis le bouton n'est pas bon, et ainsi de suite. Et j'ai acheté chez lui, j'ai vu que le col n'est pas bien posé. Donc, ensemble, on essaie de discuter sans frustrer qui que ce soit. On apporte
on partage de l'expérience et on partage du savoir-faire. Certains jeunes créateurs qui ne sont pas membres de l'association pensent que c'est un conglomérat de patrons de mode qui régentent tout et qui empêchent les autres de fonctionner. Est-ce que c'est difficile de rentrer dans votre association? L'association, effectivement, a mis des limites pour que tout le monde... Pourquoi? Une association devrait pouvoir être ouverte. Puisque il faut un standing, il faut un niveau donné, pour que quand tu te présentes en tant que membre de l'association, qu'on soit sûr de la qualité de ton travail. Je donne un exemple simple. Quand on avait eu autant de corona, de Covid, exactement, le gouvernement nous a appelés pour faire les cache-nez. Et le premier choix du gouvernement, c'était l'association. Et nous étions partis sur la base de, quand je confie à l'association, je suis sûr que Lolo Andoche, que Pépita Adé, que Casteman, que ainsi de suite, ne vont pas prendre l'argent et disparaître, premièrement, parce qu'ils ont un nom, ne vont pas faire de n'importe quoi, ne vont pas bâcler le travail, parce qu'ils cherchent que de l'argent. Et donc, déjà, il y a ça. Ça crée des frustrations entre nous et les artisans et autres. Mais pourtant, nous avons travaillé avec les artisans. Mais on a été des pionniers. On a quand même fait le patronage, on a fait les échantillons, on les a accompagnés, on a sous-traité le travail avec eux pour les amener à faire ce que nous voulons, pour qu'ils fassent un travail de qualité. Et donc, c'est la différence, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on laisse les autres sur le carreau, on les accompagne, on les aide. La fois dernière, quand il y a eu le salon international de l'artisanat, on a fait de la formation aux artisans pour partager des expériences avec les artisans, pour les accompagner et tout. Et donc, ce n'est pas seulement qu'on est là-haut et qu'on regarde les autres de haut, non. On les approche, on les amène vers nous sur certains points et on les accompagne. Et s'ils ont des besoins maintenant de formation particuliers et tout, ils nous font appel, on met à disposition celui qui peut faire cette formation. D'accord. Donc, mais pour intégrer l'association, alors il faut passer quoi? Il faut passer quelles étapes? Puisque vous avez dit qu'il faut forcément être un professionnel reconnu, rompu à la tâche. Est-ce qu'il y a d'autres conditions particulières? Oui, aujourd'hui, ceux qui veulent entrer dans l'association ont un temps d'observation de 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup quand même, Lolo Andoche. Vous allez observer quelqu'un pendant 3 ans avant de lui permettre de rentrer dans une association? Les gens ont raison de penser que c'est un lobbying alors. Ce n'est pas un lobbying, mais c'est toujours pour mieux observer et être sûr de la qualité 3 et ans, accompagner. Et si la personne va plus vite, il passe vite à l'étape supérieure. Il y en a qui n'ont pas fait forcément les 3 ans. Il y en a qui ont fait moins de 3 ans et qui ont rejoint l'association. Et je pense que quelqu'un qui a déjà un bon nom, quand je dis un nom, c'est que tu as déjà participé à des événements hors du pays ou dans le pays et on a vu la qualité de ton travail, tu as un niveau de qualité donnée, tu as une clientèle donnée, tu as un atelier qui a quand même un nom respectable et voilà. Donc c'est assez facile pour celui-là de rentrer dans l'association. Si on laisse totalement ouvert pour que tout le monde entre dedans, on risque de ne pas garder le nom créateur de mode. On risque de garder association de tailleurs ou association de... Ce que vous ne voulez pas. Vous voulez un standing donné et tout ça. Vous êtes à peu près combien dans l'association? Je pense qu'aujourd'hui, on a une cinquantaine. Cinquantaine. Il y a autant de créateurs de mode dans le pays? Exact, oui. D'accord. Ok. Alors, une curiosité, Lolo Andoche, d'ailleurs, tous les Béninois, certainement, tous ceux qui nous regardent se posent la même question. Depuis un moment, vous apparaissez sur les différents défilés de mode et tout ça avec une canne. Est-ce un effet de mode ou est-ce une prescription médicale? Alors, c'est une question personnelle, mais oui, c'est une curiosité. Voilà, c'est vrai. Vous avez totalement raison. C'est le moment de lever l'équivoque et d'éclairer tout le monde. Et aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Et j'en ai déjà de toutes les couleurs. Ah, de toutes les couleurs. Vous en vendez aussi? Non. De toutes les couleurs selon ce que j'ai porté. D'accord. Voilà. Et effectivement, je traîne cette canne depuis 22 ans. 22 ans. Parce que j'ai eu un accident de circulation, toujours dans l'exercice de mon métier. J'étais allé à Lomé pour un événement et j'ai déposé tout ce qu'il faut là-bas. Je revenais à Cotonou chercher la collection pour repartir pour le défilé.
Et donc, on s'est parlé d'abord pour l'exposition. Donc, j'ai fait l'exposition. J'ai laissé quelqu'un là-bas pour gérer l'exposition. Donc, je revenais à Cotonou chercher la collection quand j'avais un accident au niveau de Ouida qui a failli me coûter la vie. Dieu aidant, Dieu merci. J'ai passé quelques mois à l'hôpital. Je passé presque 3 mois à l'hôpital. Parce que j'avais la tête du fémur et le fémur cassé. Et également quelques soucis au niveau du mâchoire. Je remercie les médecins qui m'ont soigné, qui ont fait un travail magnifique, on ne remarque plus rien. Ouais. Et mais malgré ça, il y a un petit écart entre les deux jambes. D'accord. Alors c'est pourquoi d'ailleurs ma chaussure est compensée du côté du pied où j'ai eu de soucis. Et pour mieux équilibrer, pour ne pas trop appuyer sur cette jambe, il me fallait tenir une canne, parce que c'est soit j'augmente assez de compenser et ne pas utiliser la canne, ou faire de compenser à un niveau et garder la canne pour équilibrer. Et donc j'équilibre avec la canne pour quand même demeurer élégant, parce que quand on va au part, je vends quelque chose. Et cette image que je vends, je dois l'entretenir. D'accord. Et du coup, l'utilisation de la canne m'a été imposé, mais je l'ai transformé en même temps en élément de mode. Vous avez transformé ça en éléphant. Mais pourquoi vous n'en vendez pas? Je vois que vous vendez des chaussures aussi, vous vendez un peu de tout, donc peut-être que ça rentrera dans votre comment je dirais, dans votre catalogue. C'est jamais. Une très belle idée. D'ailleurs, je vais créer des cannes Lolo Andoche. Je vais en donner à chaque membre de mon équipe de production, de réalisation de l'émission. Peut-être que ça va nous permettre de travailler avec Lolo Andoche. C'était important de vous poser la question, parce que certains peut-être n'ont pas le courage de vous le demander. Ils vous voient, mais ils se posent des questions. Donc, à partir de ce moment, eh bien, vous avez levé l'équivoque sur cette question. Alors, Lolo Andoche, qu'est-ce que vous voulez faire que vous n'avez pas encore fait jusque-là? Dites-nous exactement. Parce que après 30 ans, vous avez fait certainement beaucoup de choses, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? L'une de mes priorités, c'était d'avoir des magasins déjà dans tous les pays de la CEDEAO. Tous les pays de la CEDEAO, d'accord. Prioritairement. Parce que je tiens beaucoup à l'Afrique. Je tiens à la mode Made in Afrique. Je tiens que les Africains portent du africain pour pérenniser l'économie africaine. Et pour que demain, les Africains portent beaucoup plus du Made in Afrique. Et ça, c'est ma priorité. Et là, vous n'avez pas encore réussi à le faire? Je n'ai pas encore réussi à le faire totalement. Quelques magasins dans quelques pays. Quelques pays. Ben, vous voulez couvrir la CEDEAO? Exactement. D'accord, ok. Quoi d'autre? Alors, cela sous-tend qu'il y aura une forte création d'emplois, parce que la production va se faire au Bénin, comme cela se fait d'ailleurs aujourd'hui. Du coup, on passera peut-être à 300, 400, 500 main-d'œuvre, et également améliorer davantage la formation. Créer clairement, réellement une bonne école de mode, une vraie école de mode. Quand je dis une vraie école, c'est une école qui va engranger tous les métiers de la mode. Que ce soit la maroquinerie. Au Bénin, ici ou... Au Bénin, bien sûr. D'accord. La maroquinerie, la cordonnerie, tout ce qui parle mode doit se faire dans l'école. Le projet existe déjà? Ou bien c'est toujours à l'étape de réflexion? Le projet est en cours de rédaction. D'accord. Vous avez quelques goulots d'étranglement? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Dites-le pour qu'on sache. Pour l'instant, c'est, je dirais, l'environnement, mais on y travaille. On dit qu'il n'y a pas de barrage pour quelqu'un qui veut, il n'y a pas de barrage pour un entrepreneur. Quand il y a une montagne devant toi, il faut le contourner et avancer. Vous voulez nous dire qu'il y a des montagnes, ou bien vous ne voulez pas dire? En fait, j'ai l'impression, j'ai le sentiment quand je vous écoute qu'il y a des blocages dont vous ne voulez pas parler. C'est votre droit, le plus absolu, de ne pas en parler, ça dépend. Je ne dirais pas forcément des barrages, mais qu'on veuille ou pas, dans un projet, il y a toujours des petits détails qu'il faut régler, il y a des conditions qu'il faut remplir, il y a plein de choses qu'il faut faire pour pouvoir aboutir à bon port. Et comme on le dit, tant qu'il n'y a pas le chemin est trop lisse, c'est pas trop bon non plus. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réflexion, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de créativité, ça veut dire qu'on a fait du copier-coller. Je n'ai pas fait du copier-coller. Alors, Lolo Andoche, on parlait justement de l'économie, de la mode.
Vous aviez dit il y a quelques minutes que les autorités du pays vous soutiennent parce qu'elles portent quelquefois vos modèles. Mais est-ce que sur l'organisation économique de votre secteur, il y a quelques soutiens de l'État en termes de procédures? Alors, je peux avouer qu'il y a quelques accompagnements, Mhm. quelques facilitations. Je pense par exemple, j'aurais appris la dernière fois au niveau de la FDA, qui d'ailleurs nous a accompagnés pour le Festival international du pain tissé, et qui a des allègements au niveau lors de l'achat Oui. de nos matières premières. Vous auriez appris? Ça veut dire que vous n'avez pas la preuve de ça, en fait. Oui, c'est dans les Dans la documents. pratique, est-ce que c'est réel? Alors, ces derniers jours, je n'ai pas encore acheté de matériel, Oui. mais il y a ces exonérés, ce que j'aurais appris, et quand on achète du matériel dans le secteur pour amener au Bénin. Donc, déjà, c'est déjà un grand pas, parce que nos machines, quand même, coûtent pas mal, très cher. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la digitalisation. Nous prenons des machines qui sont assistées à l'ordinateur, qui demandent beaucoup de technicité et en même temps ont un coût quand même élevé. Et donc, ces derniers temps, je n'en ai pas acheté pour pouvoir savoir exactement si c'est appliqué. Oui. Mais je pense que c'est déjà, le fait de l'avoir déjà dit, le fait que c'est déjà dans les documents, c'est déjà un bon avancé pour nous permettre d'acheter les machines qu'il faut pour la qualité que nous souhaitons avoir. Donc, à la date d'aujourd'hui, vous ne savez pas s'il y a des exonérations fiscales ou s'il y a des subventions et tout ça. Vous ne savez pas, vous n'avez pas la preuve réelle, en fait. Non, mais comme j'ai dit, c'est de sources crédibles que je leur ai appris, donc j'estime que c'est du vrai. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore la confirmation. On aura certainement la confirmation de ça. Mais est-ce que dans votre secteur, je pose la question pour ceux qui sont intéressés par votre activité, les banques vous accompagnent, les institutions de microcrédit, est-ce que il y a des lignes pour vous accompagner dans ce type d'activité? Alors, c'est un autre défi, parce que la plupart des banques pensent que le secteur mode, c'est vraiment mode, et que c'est éphémère. Et ça passe tout de suite, et que la Chine est là, et que l'Inde est là, la Turquie est là, et que ce que nous faisons, on est concurrencé par la friperie, on est concurrencé par la Chine, on est concurrencé. Donc, les banques sont un peu frileux. Ils ne réagissent pas aussi vite comme cela se doit. Et bien que ce soit bien structuré, avec tous les documents qu'il faut, la comptabilité et tout ce qu'il faut, ils ne réagissent pas de façon prompte, pas comme cela se doit. Et ça embête un peu. Ça fait qu'on fait beaucoup de choses sur fonds propres. Et on l'aurait vraiment souhaité qu'ils nous accompagnent suffisamment parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement, surtout le secteur que moi j'ai embrassé, le prêt-à-porter, qui nécessite assez de fonds pour la matière première. Parce que même s'il faut faire tisser les tisserands, nos tisserands, pour avoir de la matière première suffisante pour produire, afin que le coût soit accessible, parce qu'il faut beaucoup. Il faut produire, il faut qu'il y ait plusieurs tisserands pour qu'il y ait assez de matière première. Et quand il y a assez de matière première, le coût va être davantage accessible. Or, il faut des moyens financiers suffisants pour pouvoir faire tisser d'énormes pailles. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que vous ne faites pas le lobbying nécessaire? Votre association devrait pouvoir s'occuper de ce genre de questions aussi. C'est une question et je pense que ça va. Le président actuel, j'aurais appris qu'ils sont en train de discuter avec le ministère des Finances sur certains points et également avec notre ministère de tutelle. Quand je dis ministère de tutelle, on en a deux. Oui. On a le ministère des petites et moyennes entreprises et puis le ministère de l'artisanat. Et du tourisme, oui. Voilà, et du tourisme. Et également le ministère du Commerce qui fait partie également des ministères qui nous accompagnent. Et donc, on a discuté avec tous ces ministères pour pouvoir faciliter, pour qu'ils sont de nous faciliter toute la chose au niveau du ministère
des finances. D'accord. Ça, c'est pour ce qui est de l'État. D'accord. Mais après, les banques, vous êtes toujours en train de travailler pour qu'elles puissent finalement accepter vos différentes demandes. Vous y croyez vraiment, vous espérez vraiment, puisque vous avez parlé de la précarité du secteur selon les banques. Évidemment, parce que les banques, comme j'ai dit, estiment Oui. que le secteur, il y a assez de couturiers dans les rues, et la concurrence est rude, selon eux. Mais toutefois, avec un nom, avec tout ce que je fais aujourd'hui, a priori, ça devait être assez plus facile. Le nom suffit largement, selon moi, pour accompagner une marque comme le Landoche et y mettre de l'argent. J'ai eu à écouter des ministres dans le passé, et dans le cadre de l'AGOA, qui disaient, si nous allons vraiment exporter vers l'extérieur les produits made in Bénin, il faut prendre des entreprises types. Il ne faut pas dire qu'on va embrasser toutes les entreprises, accompagner les entreprises. Il faut prendre 2, 3 entreprises qui font déjà des efforts et accompagner. Et intervenir au niveau des banques pour nous accompagner. Malheureusement, on a eu un projet qui était très bien, le BRMN, Bureau de résolution de mise à niveau, qui a fait le diagnostic, qui a fait tout ce qu'il faut. Malheureusement, ce n'est pas allé au bout. Sinon, avec le BRMN, ça devait aller au bout parce que le BRMN même accompagnait pour supporter une partie des investissements. Tout ce qui est immatériel, il allait supporter à 80% et tout ce qui est matériel à 20%. C'était très intéressant. Et ils allaient intervenir au niveau également des banques pour pouvoir accompagner. C'était très bien. On a fait de belles formations, on a rencontré de bonnes personnes, on a fait des voyages en Tunisie et autres, dans plusieurs pays, pour pouvoir mieux structurer les trucs. Mais malgré ça, il y avait des banques qui étaient un peu réticents. Voilà. Et malheureusement, nos banques, je dirais au Bénin, je ne sais pas si c'était toute l'Afrique, mais au Bénin, sont beaucoup plus des banques commerciales que d'investissement. D'accord. Alors, il n'est pas possible de faire cette émission de Landoche sans que nous nous donnions l'opportunité aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ont envie vraiment de venir vers vous, de venir dans vos boutiques et tout ça, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, si on a envie aujourd'hui de s'habiller le Landoche comme moi, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, nous avons deux services minimum, je vais dire, sinon je dirais, notre atelier, c'est les ateliers le Landoche. Les ateliers, parce que nous avons le service sur mesure, nous avons le service prêt-à-porter, c'est-à-dire production en série, qui est distribué par les boutiques. Notre boutique de Stemez, là où nous sommes aujourd'hui, et nous avons la boutique de Sirekoji qui fait 27 ans d'existence. Nous avons la boutique de Aïbatin. Et nous avons la boutique qui est sur la route de l'aéroport en face du ministère du Commerce. Et nous également sommes vendus à Erevan. Nous avons un tête de gondole à Erevan, de Cotonou et Erevan Calavi. Nous avons une boutique le Landoche également à Calavi. Et nous avons une boutique qui est fin prêt à Parakou, qui va s'ouvrir d'ici à là. Et voilà, donc il suffit d'aller dans l'une des boutiques pour pouvoir s'approvisionner. Par contre, également, nous avons un WhatsApp Business qui marche beaucoup. Nous avons compris que en achat en ligne, le Béninois achète beaucoup plus sur WhatsApp Business parce que d'ailleurs, c'est ce qui est plus facile pour tout le monde que d'aller sur un site web acheter. Que la personne qui soit intellectuelle ou pas, qu'il a à l'école ou pas, il sait utiliser un WhatsApp. Donc, sur WhatsApp Business, nous faisons de la vente sur WhatsApp Business et auquel nous offrons également des livraisons gratuites dans certains, à Cotonou. D'accord. Donc, on peut avoir le numéro? Ce numéro, c'est le 97 01 04 90. Le 97 01 04 90, qui est notre numéro WhatsApp Business avec lequel nous vendons sur le Bénin et même à l'étranger. Beaucoup d'étrangers achètent par là que sur le site web. D'accord. Alors, le Landoche, nous allons conclure notre entretien. Je vous laisse le soin, en regardant droit dans cette caméra, pour nous dire votre mot de la fin. Alors, je dirais que la mode, elle est universelle, certes, mais il y a la mode africaine, il y a la mode béninoise. Et accompagner ce secteur sous toutes les formes, c'est-à-dire l'accompagnement administratif et accompagnement en achetant, en portant, en consommant ces produits, c'est participer à réduire le chômage, c'est participer
à pérenniser l'économie et c'est pas à faire rentrer de la devise au Bénin. Et donc, ça fait partie de nos objectifs. Et je dirais à tous les Béninois, ceux qui consomment déjà du Made in Bénin et du Made in Lolo Andoche, je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous. Parce que déjà, en consommant, ils nous accompagnent. Et nous demanderons à d'autres qui ne le font pas encore d'aller vers nous. Tu peux avoir ton tissu pour venir vers nous, comme tu peux aller acheter en prêt-à-porter. Et pour nous, le prêt-à-porter, c'est une manière d'aller vite. Aujourd'hui, le monde va très vite. C'est pourquoi nous proposons du prêt-à-porter. On a peu de temps aujourd'hui de se balader chez le tailleur, de faire des allers-retours. On peut aller chez le tailleur pour des tenues d'occasion exceptionnelles, selon moi. Ou si on est friand du sur-mesure, oui. Mais le prêt-à-porter, ça permet d'aller très vite. Et en plus, nous faisons du prêt-à-porter en série limitée. Et donc, cela voudra dire que nos vêtements, ce n'est pas 10 000 pièces, 100 000 pièces, mais c'est des séries limitées où, quand c'est fini, c'est fini. Et donc, je remercie tous ceux qui nous accompagnent. Je remercie la presse qui a beaucoup fait pour Lolo Andoche depuis le début de Lolo Andoche. La presse m'a beaucoup accompagné. J'ai compris très tôt que la presse était un outil qu'il faut exploiter pour avoir ce qu'on recherche, sous toutes ses formes. Que ce soit la presse écrite, l'audiovisuel et les régies publicitaires que nous avons aujourd'hui. Donc je remercie beaucoup les médias qui nous accompagnent toujours et qui sont toujours prêts. Et je remercie enfin Eden TV qui fait un travail magnifique et qui m'a reçu, qui a fait l'honneur de me recevoir aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et je remercie donc là. C'est plutôt vous qui nous avez reçus chez vous. Merci beaucoup, Lolo Andoche. Merci de nous avoir ouvert les portes de l'un de vos showrooms. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs. Vous savez désormais tout sur la marque Lolo Andoche. Vous savez également tout sur Charlemagne Andoche à Moussou. Il ne vous reste plus qu'à continuer à consommer local, surtout que nous sommes dans le mois du consommant local, mais ne vous limitez exclusivement pas à ce mois. Même au-delà, vous pouvez toujours continuer à encourager les personnes comme Lolo Andoche en achetant leurs produits et surtout en faisant la promotion de tous les produits dans ce sens-là, notamment le pain tissé, puisque justement, nous avons eu l'occasion de parler du Festival international du pain tissé qui a eu lieu l'année dernière et qui va se reproduire en 2024. Nous avons parlé également de la transmission du savoir dans le secteur de la mode et aussi de l'économie de la mode. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects du sujet, mais nous espérons quand même vous avoir satisfait un peu. Merci à chacun et à tous. Très bon dimanche en compagnie de nos programmes et à dimanche prochain si Dieu le veut. Merci beaucoup.